pas encore rentrer en profondeur parce que je pense que c'est ce qui intéresse ceux qui nous suivent, c'est par rapport à la cuisine interne. Qu'est-ce que les gens ne voient pas avant qu'un sponsoring soit validé? Et de manière générale, les gens font une confusion entre sponsoring et mécénat. Le sponsoring, c'est pas du mécénat en fait. Quand vous venez demander un sponsoring à l'entreprise, il faut se mettre en tête que cette entreprise n'est pas une ONG, c'est une entreprise capitaliste en fait, si on veut. La population est derrière, même si ça va nous aider à vendre, à promouvoir les produits, c'est pas possible. Juste pour l'image, c'est pas possible. Moi, des fois, j'ai eu des dossiers comme ça où on cite le nom d'une autre institution. Un concurrent même, moi, ça C'est m'énerve. déjà... Oui, de la concurrence. Bonjour à tous et bienvenue au premier podcast de la Masterclass de la communication. Je suis Laura Cocolo, professionnelle de communication et event reporter. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup de gens pensent comprendre, mais qui en réalité est mal interprété, le sponsoring en entreprise. Je vais partir d'un cas concret. Récemment, quelqu'un a sollicité un sponsoring auprès de nous. Mais cette personne a utilisé notre logo comme si le partenariat était validé alors que ce n'est pas le cas. Cela nous pousse à nous poser des questions. Est-ce que les gens comprennent réellement comment fonctionne le sponsoring en entreprise? Est-ce que refuser un projet est un manque de volonté ou simplement question de stratégie ou de règles internes? Pour en parler, je serai accompagnée de deux professionnels avec qui nous allons décrypter les règles du jeu. Alors, je vais sans plus tarder leur dire bonjour et ils vont se présenter. Bonjour, Monsieur Cadiz. Bonjour, Madame Laura. Peggy. Bonjour Laura, Comment vous allez? ça va très bien. C'est un plaisir pour moi de vous avoir dans ce plateau pour ce premier podcast de Masterclass de la communication. Donc, je suis accompagnée des personnes de qualité qui sont expérimentées dans le domaine. Alors, je vais vous laisser vous présenter. Honneur aux dames. Peggy. Rebonjour Laura, rebonjour Cadiz. Bonjour Peggy. Alors, je me présente, je suis Peggy Moussoungou, professionnelle en marketing et communication. Et dans mon parcours professionnel, j'ai eu à évoluer dans différents secteurs, en commençant par les télécoms, ensuite le textile et actuellement le secteur bancaire. Voilà. Merci Peggy. Très bien. Monsieur Cadiz, est-ce qu'on peut vous découvrir? Merci Madame Laura. C'était un honneur pour moi d'être parmi vous pour décortiquer ce sujet combien intéressant du sponsoring. Je m'appelle Cadiz Mbouyi, je suis expert aussi en communication, marketing. À l'instar de Laura, j'ai fait le plus clair de ma carrière dans les télécommunications. Aujourd'hui, je suis responsable sponsoring événementiel dans une entreprise télécom de la place. Effectivement. Voilà. Donc là, nous avons vraiment la crème de la crème pour pouvoir aborder le sujet de ce jour. Alors, je ne vais pas m'attarder. Selon vous, qu'est-ce que c'est le sponsoring? On entend parler, mais c'est quoi exactement? Je vais commencer par notre spécialiste parce qu'il œuvre dedans. Donc, c'est quoi le sponsoring? Eh bien, merci Laura. Le sponsoring, c'est vrai qu'il est assez méconnu de beaucoup. Moi, je pourrais le définir comme un cadre que nous mettons en place pour permettre à la marque ou à l'opérateur que nous représentons de pouvoir en fait mettre en avant, que ce soit les produits et les services que l'on vend, mais aussi une façon pour nous d'accompagner les différents demandeurs de sponsoring en fait, selon les projets qu'ils présentent en fait. Je vais essayer de l'expliquer de façon beaucoup plus terre à terre. Un sponsoring, pour les personnes qui viennent vers nous, c'est une demande d'accompagnement de façon globale. Mais cette demande d'accompagnement peut avoir plusieurs volets, que ce soit le volet financier ou le volet matériel. Et pour nous, en fait, en tant qu'opérateur, c'est un accompagnement que l'on fait aux demandeurs, mais qui nous permet à nous aussi de créer un environnement propice pour faire rayonner la marque auprès du grand public. Réellement, ça peut être ça. C'est très clair. Donc, Peggy, est-ce que tu as quelque chose à ajouter à ce que Cadiz a dit? Alors, moi, ce que je vois plutôt dans le sponsoring, c'est un genre de partenariat. Voilà. Lorsque on a le demandeur et celui qui reçoit la demande, c'est un partenariat dans lequel il y en a qui reçoit, il y en a qui donnent.
mais ça va dans les deux sens, hein. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que celui qui reçoit donne aussi, et celui qui donne reçoit aussi. Également. Voilà, donc c'est vraiment, moi j'ai envie de dire, un partenariat gagnant-gagnant. Et très souvent, moi, comme j'aime si bien le dire, j'aime bien avoir des partenariats ou des sponsorings sur le long terme. Simplement parce que les one-shots, si je peux les appeler comme ça, ne sont pas forcément intéressants pour la marque de manière générale, surtout lorsque on a certains objectifs à atteindre. Et voilà un peu comment est-ce que moi, je pourrais définir le sponsoring. Très bien, c'est très intéressant ce que tu viens de dire, un partenariat en long terme. Mais ça me pousse à poser la deuxième question, parce que c'est très important. Qu'est-ce que ceux qui demandent de sponsoring imaginent à tort, selon vous? Je viens voir Madame Peggy, elle pense au partenariat long terme, mais moi, je sais que voilà, j'ai une activité peut-être on va dire, qui va prendre 3 jours, mais peut-être je ne sais pas si je vais encore renouveler dans 2 ans. Comment vous voyez? Qu'est-ce qu'ils imaginent à tort? Alors, il y a plusieurs éléments, hein. Si on commence à parler de tout ce que les personnes qui viennent demander imaginent à tort, je crois qu'on va passer la journée, la nuit. Mais ce que je pourrais dire, c'est que l'une des premières choses, à mon avis, c'est par exemple le fait de s'imaginer que une fois que le dossier est rentré, bah, c'est bon, au fait. C'est bon, c'est bouclé, on va le faire sans pour autant penser que derrière, il y a toute une structure, hein, qui est mise en place. Quand je parle de structure, c'est déjà en termes d'analyse, en termes de voir est-ce que ça correspond à nos attentes à nous, en tant qu'institution, en tant qu'entreprise. Donc, il y a tout ça qui compte d'une certaine manière. Et voilà. Tout à fait. On va y revenir parce que l'une des questions aussi, c'est de savoir quelle est cette structure-là, mais on va y arriver. Cadis, toi qui es vraiment dans ça, parce que ça fait partie de tes titres, alors dis-nous, qu'est-ce qu'ils imaginent à tort? En fait, ce que Peggy vient de dire est vrai, mais moi, je pourrais ajouter que de manière générale, les gens font une confusion entre sponsoring et mécénat. Le sponsoring, ce n'est pas du mécénat, en fait. Quand vous venez demander un sponsoring à une entreprise, il faut se mettre en tête que cette entreprise n'est pas une ONG, c'est une entreprise capitaliste, en fait, si on veut, qui doit faire du chiffre, qui doit faire du revenu et qui, en retour, attend quelque chose, qui n'est pas forcément un retour en termes d'argent sur le coup. Mais pour revenir sur le long terme dont tu parlais tout à l'heure, ça peut être un investissement sur le long terme, mais pas forcément financier. Je dis n'importe quoi. Vous demandez de l'argent pour organiser un événement avec des jeunes. Et nous, on vous dit, OK, on peut vous accompagner, mais en retour, vous ne précisez pas ce que vous nous donnez en fait en termes de retour. Ça peut être juste une prise de parole en fait pour nous permettre à nous de présenter les offres qui sont adaptées aux besoins de ces jeunes ou de ce public-là de manière générale. Mais de façon assez globale, les gens viennent avec une demande de sponsoring, ils disent j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin... Et puis c'est tout. Ils ne te disent pas clairement ce que toi, en tant qu'entreprise, tu peux en tirer en fait comme bénéfice ou comme profit. Alors, dans ce cas, permets-moi, Cadis, est-ce qu'on peut dire que ce n'est pas du tout du social, le sponsoring? C'est purement stratégique. Est-ce qu'on peut le dire? Je dirais que non. C'est beaucoup de stratégie, mais quand même, il y a du social. Pourquoi? Parce que je parle pour mon entreprise, en fait, que je ne peux malheureusement pas citer. Il y a beaucoup d'aspects d'accompagnement, surtout pour la cible jeune, en fait. Parce qu'on a des programmes d'encadrement des jeunes. Et quand j'ai parlé tout à l'heure d'un accompagnement avec une prise de parole, c'est justement pour expliquer à ces jeunes-là, même pour ceux qui ont employabilité, il existe des métiers, notamment sur le numérique, qui peuvent les aider à se prendre en charge et pas forcément aller demander de l'emploi avec des CV comme ça se fait de manière classique. Mais voilà, pour avoir cette prise de parole, c'est comme je disais au départ, on crée un cadre en fait propice pour nous permettre à nous, en tant qu'entreprise, de prendre la parole, d'expliquer aux jeunes ce que nous on fait et de leur expliquer comment est-ce qu'eux aussi, à leur niveau, ils peuvent se prendre en charge, tout en nous permettant aussi de présenter nos offres et services qui, je le rappelle, doivent être adaptés à leurs besoins spécifiques. C'est vraiment ça.
Mais ce côté social existe aussi parce que dans la plupart des entreprises, aujourd'hui, il y a des fondations. Alors, dans Bon. ce cas, Mais puisque c'est le pas du côté mécénat. social Oui, mais existe, je peux me permettre de venir auprès de Cadiz et Peggy pour solliciter un sponsoring pour une affaire sociale sans forcément que vous attendiez un retour sur investissement. Mais ce Ça peut retour-là, se faire. il y a un retour. Ça peut être, le retour, c'est pas forcément un retour, comme j'ai dit, financier. Voilà. Ce retour peut être aussi au niveau de l'image de marque. Parce que chaque Exactement. entreprise a cette le RSE, responsabilité sociale d'entreprise. Et chez nous, par exemple, on a une fondation. Donc, vous venez avec un sujet qui concerne les enfants orphelins, par exemple, et qu'on peut faire quelque chose pour leur venir en aide, on le fait. Pas pour dire au monde entier que voilà, on a fait ça, mais justement pour activer ce côté social, pour dire qu'on n'est pas là seulement pour vendre, prendre de l'argent, mais on est là aussi pour redistribuer le peu qu'on peut avoir. Oui, j'ai vu Je- que Peggy, elle a Oui. acquiescé pour dire Je qu'effectivement, suis d'accord. nous, on fait du social. Venez, vous nous suivez. Venez. Donc, on verrait des demandes Alors, pour le social. Moi, je vais compléter Cadiz dans ce qu'il a dit. Le sponsoring n'est pas du social. C'est vraiment, il faut vraiment faire la part de choses. C'est vrai que lorsque les demandeurs viennent, et je comprends parfaitement, hein, ils ne font pas forcément la différence entre sponsoring et social. Un sponsoring peut avoir un impact Sur le social, effectivement. ok, mais pas forcément être du social même. Maintenant, comme Cadiz l'a dit, on a la RSE. C'est à ça que ça sert. Toutes les entreprises, normalement, du moins les entreprises responsables, ont toujours ce volet-là RSE. Et c'est là-bas que comment dire, c'est là-bas que nous avons toute la partie accompagnement en termes de social. Par exemple, on a parlé des orphelinats, on a parlé de l'éducation, on peut aller aussi au niveau de la santé et ainsi de suite. Là, ce sont des éléments où on parle de RSE et on est dans le social. Mais le sponsoring, ce n'est pas du social, Le malheureusement. sponsoring pur, c'est pas du tout. Ouais. Ok, je pense que c'est clair pour vous qui nous suivez parce que ce sujet, c'est un sujet très intéressant. Et là, je pense même que je vais attaquer dans le vif du sujet. On va encore entrer en profondeur parce que je pense que c'est ce qui intéresse ceux qui nous suivent. C'est bien. par rapport à la cuisine interne. Qu'est-ce que les gens ne voient pas avant qu'un sponsoring soit validé? Moi, je viens voir Peggy. Je viens voir Cadiz. Moi, je sais que j'ai élaboré mon plan qui est bien. Et automatiquement, je sais qu'au sortir de ma lettre que j'ai déposée dans vos institutions, je sais que j'aurai l'appui, l'apport nécessaire pour pouvoir réaliser mon activité ou autre. Ok. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? La cuisine interne, c'est quoi? Beaucoup de choses. Vous pouvez nous citer. Je sais qu'il y a d'autres choses qui sont quand même confidentielles, Oui. mais pour le public, ceux qui veulent savoir, parce qu'aujourd'hui, en fait, l'objectif de cette masterclass de la com, ce n'est pas seulement de discuter pour discuter, faire passer des messages, mais pour que les gens aient la bonne information et agir ensuite, parce qu'il y a aussi un changement de mentalité derrière, Tout à fait. on va dire des actions à poser. Alors, comme nous sommes face à des professionnels qui, au quotidien, voient des demandes de part et d'autre, mais la cuisine interne, en tout cas, ce que eux peuvent voir, que vous pouvez dévoiler aujourd'hui devant la caméra, qu'est-ce que c'est? Ok, je vais y aller. Alors, l'une des premières choses, ce qu'ils ne voient pas, c'est la partie analyse. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout à l'heure, j'ai parlé des objectifs de l'institution. À partir du moment où, lorsque on reçoit la demande, si la demande n'est pas alignée à nos objectifs, si la demande n'est pas alignée à notre vision, à notre façon de voir les choses, des fois, c'est un peu difficile. Mais ce qui se passe, c'est que le déposant ou le demandeur, il ne sait pas forcément. Et même des fois, hein, j'ai eu des cas où on essaye d'expliquer, mais... Incompréhension Oh là là. totale. Oui, Non, mais c'était... peut-être parce Voilà. que Peggy, avec son beau visage, les gens se disent elle est un peu jalouse de moi. Ou Elle encore va voler Cadiz, mon il a essayé de me projet. draguer Ah, et comme j'ai pourtant. refusé. Alors voilà, il a refusé, il a bloqué mon sponsoring. On Carrément. voit ça. Non, il y a Ce sont des choses beaucoup... que l'on voit, oui, oui, ouais. ce c'est sont pas des faux. choses que l'on voit, mais il y a vraiment cette partie-là, le travail qui se fait derrière, où on a différentes étapes aussi de validation. Et aussi, il y a des éléments que nous devons prendre en compte. Parce que si on accepte tous les sponsorings, tout à l'heure, Cadiz a parlé de la partie réputationnelle aussi, qui compte énormément.
On ne peut pas aujourd'hui se dire, oui, bon, allez, parce que le projet est bien, parce qu'il donne bien, on y va. Admettons, je vais donner un cas concret. Admettons, par exemple, que nous recevons une demande de sponsoring pour allez, un événement populaire, d'accord? Un événement populaire d'un musicien ou d'un acteur ou je ne sais pas trop quoi. Et que malheureusement, ce musicien ou cet acteur-là, les valeurs qu'il incarne Ça ne dépend, correspondent pas Aux valeurs de aux l'entreprise. valeurs de l'entreprise. On ne peut pas. Très bien. C'est pas possible. Ça, c'est même si la population est derrière, même si ça va nous aider à vendre, à promouvoir les produits, c'est pas possible. Juste pour l'image, c'est pas possible. Très important. C'est très important. Vous qui nous suivez, on mentionne l'image de marque. C'est très important. Kadis, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Oui, en fait, j'allais dire que Peggy m'a volé les mots de la bouche, en fait, parce que j'allais justement parler des valeurs. Ça, c'est un point vraiment important, parce que beaucoup de demandeurs ont tendance à croire que parce que leur artiste ou la personne qu'ils veulent promouvoir est populaire, c'est bon, ça passe crème. C'est pas ça, parce que l'image et les valeurs que nous prônons sont au-dessus. Ça, c'est un. Et deuxièmement, ce que les gens ont tendance à oublier, c'est qu'ils ne sont pas les seuls demandeurs, en fait. Il y a aussi le délai de traitement des demandes qui est très important. Exactement. Avant d'aller sur les délais de traitement, je vais parler de la stratégie et des principes pour chaque entreprise. Chez nous, par exemple, on a 3 assets sponsoring sur lesquels on va, de façon claire. C'est le sport, et dans le sport, c'est plus le football, c'est la musique, et c'est le e-sport, le gaming. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas sur d'autres assets, mais ça veut dire que la priorité pour nous, c'est ces 3 assets-là. Et quand les gens viennent, parfois, ils ne savent pas. Et donc, on est obligé de leur expliquer. Et nous, on analyse, on regarde ce qui correspond à ce qu'on a comme asset et comme valeur. Et on répond. Et pour revenir justement au délai, il y a des projets qui sont assez costauds, je dirais ça comme ça, pour lesquels le délai de traitement, en moyenne chez nous, c'est 72 heures, 48 à 72 heures. Mais il y a aussi la partie déploiement qui doit être traitée. Avant ça, il y a les délais de validation en interne aussi. Parce que moi, je reçois une demande de l'analyse et quand je me rends compte que c'est une demande qui correspond aux valeurs qu'on prône et ainsi de suite, je fais une demande de validation aussi auprès de ma hiérarchie. Une fois que c'est bon, sur le principe, j'invite le partenaire, on discute, on se met d'accord sur les principes. Il y a des contrats à faire signer. Pour les partenaires qui ne sont pas enregistrés dans notre base de données, il faut les créer comme fournisseurs. Et tout ça, ça prend du temps. Et parfois, eux ne comprennent pas ça. C'est un process. Voilà. Et de manière générale, quand ils viennent, ils veulent être payés même avant l'événement. Or, nous, on ne fonctionne pas forcément comme ça. Il faut que pour un partenaire qu'on découvre, il faut qu'on ait quand même des garanties sur le sérieux de l'entreprise qu'il représente et ainsi de suite. Et à partir de là, on peut faire route ensemble et puis avancer. Mais tout ça, c'est des choses qu'eux ne savent pas. Et souvent, qu'ils ne prennent pas en compte. Ils disent, voilà, j'ai fait ma demande il y a 2 jours, on n'a pas répondu. Parfois, on reçoit une trentaine de messages de demande de sponsors dans la même journée, sachant qu'on n'a pas que ça, en fait, comme tâche à faire. Donc, voilà, c'est un peu cette précipitation qui les caractérise de manière générale, qui fait qu'on doit préciser quand même qu'il y a un délai de traitement. Il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte avant de vous répondre pour vous dire que c'est bon, venez, on va discuter des modalités pratiques. Voilà. Ok, mais en suivant ce que vous venez de dire, on a entendu parler des valeurs, on a entendu parler les éléments que vous avez cités de votre cuisine interne, l'image de marque, etc. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé? Là, on doit se dire que ces éléments-là de cuisine interne vous empêchent de dire oui, malgré que vous avez envie de dire oui. Ou est-ce que ça vous est déjà arrivé de penser à une activité où vous vous dites, bon, malgré les valeurs, on peut ajuster pour pouvoir sponsoriser? Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ce genre de cas où je connais Madame Peggy, je sais Kadis, les deux là, quand on travaille avec eux, ils sont tellement stricts que voilà, il y a des barrières, il y a un mur, donc je ne sais plus quoi faire. Ça vous est déjà arrivé? Alors, Madame Peggy. Oui, absolument. Sauf que, pour ma part, lorsqu'il s'agit des valeurs, je ne peux pas. Valeur, c'est valeur. Dans le sens où c'est l'image, c'est la marque. Et en tant que professionnel marketing, communication, je représente d'une certaine manière la marque même de l'entreprise.
Et donc, je me dois, moi, lorsque je reçois des demandes, m'assurer que cela cadre avec les valeurs. Donc, non, je ne dis pas oui, bon, je vais quand même essayer parce que, bon, le projet, il est plus ou moins bien. À la limite, ce que l'on pourrait faire, si vraiment on estime que c'est un projet qui est porteur, c'est de voir avec le demandeur comment est-ce qu'il peut, lui, réajuster son projet. De se dire, le projet est très bien, le projet présente très bien, nous pensons que le projet est porteur, cependant, cela ne correspond pas à nos valeurs. Voilà ce que nous vous proposons, voilà comment est-ce que nous travaillons, et si cela cadre ou bien si vous pensez que vous pouvez plus ou moins ajuster, il y a des possibilités de pouvoir travailler ensemble. Ça, ce sont des ajustements que l'on peut éventuellement faire, mais quand ça touche à notre image, non, ça passe pas chez moi. C'est un élément, on ne touche pas à l'image de marque. Donc, je reviens là-dessus parce que c'est très important. Monsieur Cadiz, est-ce que vous avez un commentaire à faire? Oui, j'ai un commentaire à faire. Je suis parfaitement aligné avec ce que Peggy vient de dire. Ce qui nous guide en fait dans le métier qu'on fait, c'est les valeurs et le fait que nous-mêmes, on se considère comme des ambassadeurs des marques que nous représentons. Tout à fait. La question qu'on doit se poser, c'est quand le public verra le logo de l'entreprise sur tel ou tel autre événement, qu'est-ce qu'ils se diront? Est-ce que ça correspond aux valeurs que cette marque prône ou pas? C'est la question qu'on doit se poser à chaque fois, que ce soit un proche ou un inconnu. C'est la première question que l'on se pose avant d'aller plus loin dans l'analyse en fait. Si c'est un projet porteur de valeurs, ok, on l'analyse. Et puis même si moi en tant qu'individu j'aime l'artiste, je ne vais pas le valider parce que moi je l'aime et qu'il ne correspond pas à nos valeurs. Exactement. Et c'est aussi pour ça qu'il y a ce que moi je peux appeler des pare-feux en termes de validation. Moi je fais une proposition, je la remonte aussi et j'ai quelqu'un au-dessus de moi qui doit aussi donner son avis. Parce que si je devais décider tout seul, je pourrais être parfois humainement guidé par mes sentiments, mes émotions et puis valider quelque chose qui ne correspond pas à nos valeurs. Donc de ce côté-là, on fait très attention. Mais on garde en tête que c'est d'abord l'entreprise, les valeurs de l'entreprise que l'on prend et qu'on doit mettre en avant. Exactement. Donc, c'est un élément très important pour vous, demandeurs de sponsoring. Donc, notez que les valeurs des entreprises sont très importantes. Donc, il faut se fier avant de pouvoir solliciter un sponsoring. Ce qui me pousse à poser encore une autre question par rapport aux critères qui sont indispensables. C'est vrai qu'on a parlé des valeurs, mais ceux qui nous suivent ont envie de savoir, mais les valeurs, bon, c'est vrai qu'on ne parle pas vraiment nommément de nos entités là où nous travaillons, mais est-ce qu'on peut avoir, on va dire, une idée générale? On peut dire 3, Peggy peut citer 3, ou Cadiz, tu peux citer 3. Quels sont ces critères indispensables aujourd'hui? La personne qui est en train de nous suivre peut se dire, voilà, donc quand j'ai ces 3 éléments, je pense que quand je verrai prochainement Madame Peggy, je peux avoir de la chance. Ou quand je verrai Monsieur Cadiz, je peux avoir une chance quand même. Parce que j'ai suivi la masterclass de la communication et j'ai eu les éléments qui peuvent me permettre de promouvoir ou d'avancer dans mon activité. Honneur aux dames, toujours. Encore moi? Toujours. Ok, c'est parfait. Alors, l'un des éléments les plus importants, parce que je le dis, c'est vraiment parce que j'ai souvent vu venir des dossiers bien que intéressant, mais mal structuré. Et non seulement mal structuré, mais on sait tous, hein, c'est, voilà, je fais ma demande à telle entreprise, ensuite je fais à telle, mais j'envoie exactement la même chose. Exactement. Moi, des fois, j'ai eu des dossiers comme ça où on cite le nom d'une autre institution. Un concurrent même, moi ça m'est arrivé. C'est déjà oui, de la concurrence. Je ne vais pas dire que ça m'a énervée, mais, c'est un peu frustrant parce que nous, ce qu'on attend, c'est d'avoir une demande personnalisée, adaptée. Exactement. C'est important. Lorsque l'on fait sa demande, c'est de se dire, voilà, je vais auprès de Madame Peggy, je connais l'entreprise parce que je me suis renseignée, je connais plus ou moins les produits qui sont disponibles. Hein. Ça veut dire que si j'ai besoin de faire des recherches sur les produits et services, je sais où aller. Aujourd'hui, on a Internet, on a tout ce qu'il faut. Et c'est de trouver le moyen de présenter une offre qui se marie avec l'entreprise, les objectifs. Et je reviens encore sur les valeurs, la mission, la vision. Et je pense que là, c'est déjà bien d'aller dans ce sens-là. L'entreprise, ou bien même moi, quand je lis, je me dis, ah bah tiens, il sait de quoi il parle. Il a compris, il est en mesure d'identifier les besoins,
Parce qu'aujourd'hui, on parle de sponsoring, mais ce n'est plus que de la visibilité. Très souvent, on reçoit un oui. Alors, qu'est-ce que vous nous offrez? Alors, il y aura de la visibilité. Oui, mais encore, s'il vous plaît, encore. On en veut plus. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus que ça. La visibilité, je pense qu'aujourd'hui, surtout pour les entreprises qui sont déjà bien assises sur le marché congolais, elle est là. Parce que ça fait des années qu'on est présent, voilà, on nous connaît. Donc, aujourd'hui, on essaye d'aller bien au-delà de ça. Et comme Cadis l'a dit, hein, on fait pas, c'est pas du bénévolat ou quoi que ce soit. Il n'y a personne qui veut faire du bénévolat. On a la partie sociale, certes, qui est là, pour lequel nous ne faisons pas du tout énormément de bruit. Mais pour les éléments pour lesquels on a besoin d'avoir un retour sur investissement, c'est important pour nous de pouvoir communiquer de manière massive lorsqu'il faut ou bien de manière restreinte. Mais on doit être en mesure, au-delà de la visibilité, de pouvoir tirer parti au fait de cette collaboration-là que l'on met en place. Exactement. Donc, pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'on doit avoir comment est-ce que le dossier doit se présenter? Il doit être structuré. Il doit être adapté, savoir s'adapter à l'entreprise, savoir adapter la demande. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? J'ai un exemple concret. Vas-y, on est là pour ça. Certains ne maîtrisent pas, on a juste l'impression des fois que le projet n'est pas maîtrisé. Qu'est-ce que je veux dire par là? On ne peut pas venir avec une demande de sponsoring sans date. Oui, aux alentours du mois de septembre, nous allons lancer, non, ou bien carrément pas de date du tout, c'est pas possible. Parce que nous, de notre côté, nous avons un calendrier. Et il peut arriver qu'on ait un projet similaire qui tombe dans la même période. On ne peut pas sponsoriser ou être en collaboration avec deux programmes exactement pareils à la même période. Simplement parce que tout est planifié, tout est budgétisé. Et voilà, ce sont des éléments qui peuvent quand même poser problème lorsque le dossier n'est pas suffisamment solide. Tout à fait. Bon, j'ai vu que Cadis était en train d'acquiescer, donc ça veut dire qu'il est d'accord avec toi. Ce qui me pousse à revenir sur une question. Là, on va commencer par toi, Cadis. Très bien. J'ai structuré, comme Peggy l'a dit. D'accord. J'ai personnalisé, comme Peggy l'a dit. J'ai adapté, comme elle l'a dit. Et maintenant, je te présente mon dossier. En 10 secondes, comment tu vas repérer les erreurs? J'ai fait tout ce qu'elle a demandé, mais il y a des erreurs. Comment tu vas repérer? Et quelles sont ces erreurs-là? De manière générale, les erreurs, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, ne pas connaître l'entreprise. Tu as structuré, oui, mais est-ce que tu sais, au moment où tu déposes ta demande de sponsoring, quels sont mes besoins, quels sont les objectifs que je m'assigne dans tel ou tel autre secteur? Parce que la demande de sponsoring, de manière générale, elle s'adresse à un secteur précis. Toi, tu organises un événement pour les jeunes ou tu fais une masterclass pour les femmes d'entreprise et ainsi de suite. Quels sont mes objectifs à moi et comment toi, tu les adresses? Comment toi, tu me permets de t'accompagner et créer cet environnement pour me permettre à moi de m'adresser à ces personnes-là en leur disant, moi, dans mon entreprise, je vous offre ceci ou cela qui répond à vos besoins directement. Si moi, je trouve ça dans ton document structuré, comme tu dis, tout de suite, je t'accompagne, en fait. Et aussi, il ne faut pas oublier, comme Peggy l'a dit tout à l'heure, les timings, en fait. Nous aussi, en interne, on a des projets internes que l'on doit mettre en place. Et si le timing ne correspond pas, je ne sais pas t'accompagner. Et de manière générale, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on discute avec les partenaires pour leur dire, le projet est bien, il est très intéressant, mais nous, dans la période, on a un événement que l'on ne peut pas bouger. Est-ce que chez vous, vous savez décaler ou pas? Ou sinon, on se revoit à la prochaine édition, effectivement. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Il faut savoir ce que l'entreprise fait, ce que l'entreprise recherche, et nous mettre dans un environnement où ça nous permet de prendre la parole sur ce qu'on veut présenter au public, et c'est bon pour nous. Oui, on peut chercher qu'est-ce que l'entreprise fait, etc. Je m'y mets, j'investis, j'ai tous les éléments, je fais ce qu'il faut. C'est du boulot. Hein. C'est clair que c'est du boulot, mais je pense que c'est ça en vaut la peine pour ces personnes-là. Et tout dépend aussi de comment est-ce que c'est un projet qui est porté à cœur. Parce qu'il y en a qui font des événements juste pour faire un événement. On a parlé des one-shots et tout ça là. Mais lorsque c'est quelque chose que l'on porte à cœur, et ça, je pense qu'on le ressent.
Tout à fait, oui. Quand on reçoit, des fois, on reçoit des partenaires, lorsqu'il explique son projet, non, on est conquis. Tu adhères tout de suite. Mais tout de suite, on est conquis. Ça, c'est vrai. Par contre, on en a d'autres. Oui, Ça peut être des fois un peu compliqué. On sent que voilà, il n'y a pas forcément la maîtrise, qu'il faut encore et encore préparer, repréparer et s'assurer d'être prêt pour pouvoir le faire. Donc, l'un des éléments aussi, pour revenir un tout petit peu dans ce que tu disais, c'est qu'il y a la partie entretien avec le demandeur. Et des fois, ça peut tout changer ou tout casser ou voilà. Parce qu'on peut avoir un dossier solide, mais lorsqu'on entend, on se rend compte qu'au fait, non. Comme aussi, on peut avoir un dossier, juste une feuille comme ça avec une demande. Et par contre, lorsqu'on entend, on a la personne en face, on est tout de suite convaincu. Exactement. Donc là, est-ce que je peux comprendre que vous recevez toutes les personnes, on va dire tous ceux qui respectent la structure, vous les recevez, vous vous dites, ce dossier, ça m'a levé au ciel, je peux recevoir cette personne. Tous ceux-là qui font les demandes, vous les recevez. Vous arrivez à les recevoir chez vous, parce qu'ils ont fait tout ce que vous avez demandé. Ils ont du cœur pour leur projet. En fait, tout ce qu'on a cité, on a énuméré, je ne vais pas le répéter, ils l'ont fait. Donc, vous vous retrouvez avec, je ne vais pas dire 1000 dossiers, mais vous vous retrouvez avec, on va dire à la limite 50, si je peux, 50. Les 50 entités qui sont demandeurs, vous allez les recevoir. Non, 50 entités qui sont demandeurs, mais est-ce que les 50 demandes correspondent à nos principes, à nos besoins et tout? C'est de ça que tu parles? Non, je parle de cela. J'ai dit, vous avez énuméré les principes, Monsieur les valeurs, XY qui nous suit, a capté tout ce que vous avez dit. Il a un projet qui lui tient à cœur, ça fait 10 ans. Et aujourd'hui, avec cette masterclass, il se décide, il rajoute les éléments qu'il manquait et ils sont à 50. On va dire, ils sont à 50. Ils correspondent à vos attentes. Donc, vous allez tous les recevoir, les 50. En tout cas. Moi, je dirais qu'on va les recevoir. Je ne pense pas tout dépend aussi de la période. 50 demandes, c'est quand même beaucoup. Et 50 demandes, ça fait 50 projets exécutés sur 50 dates différentes. Forcément, parce qu'il y a des projets ça ne va pas s'emboîter forcément. Donc, ça veut dire que même par rapport à nous, en tant qu'entreprise, à nos propres activités, on ne pourra pas forcément prendre tous les 50 projets, même s'ils sont tous intéressants. On prendra peut-être ceux qui sont les plus porteurs de valeur, ceux qui ont le plus de chances de répondre vraiment à nos besoins stratégiques en termes de retour sur investissement. Tu vois? Donc, c'est pour dire qu'on ne peut pas recevoir tout le monde non plus. C'est vraiment pas possible. Si on le disait, ça serait vraiment un gros mensonge. On ne peut pas. Mais malheureusement. Malheureusement, on ne pourra pas parce qu'on ne saurait pas déployer. Comme on dit, qui trop embrasse mal les trains. Exactement. Donc on mais je suis d'accord avec vous, mais bon, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que je sais que vous avez abordé beaucoup de points et ce sujet est tellement intéressant, tellement important pour ceux qui nous suivent que je me dis, bon voilà, on est en train de chuter parce qu'il y aura encore d'autres masterclass. Donc là, je vais aborder, on va dire, l'avant-dernier point, ou peut-être on va encore approfondir, sur l'éthique et juridique. Sur l'utilisation non autorisée de votre logo. Parce que je pense que d'entrée de jeu, quand j'ai fait mon introduction, je vous ai parlé d'un cas de frustration que j'ai vécu, un cas concret d'utilisation du logo alors que le partenariat n'était pas du tout validé. Alors, on va dire, Madame Peggy, comment ça se passe chez vous en termes d'éthique et juridique? Oui, alors là, c'est très intéressant, cet aspect-là. Mais moi, je vais aller même au-delà du logo. C'est l'utilisation des entités, des collègues, de l'image, au fait, des personnes. Par exemple, utiliser l'image du DG ou utiliser l'image de tel ou tel collègue pour dire que voilà, ce que des fois certaines personnes font, c'est de se dire, si je mets le logo, ça me donne de la crédibilité. Voilà, auprès des autres. Si je mets le visage de telle ou telle personne, je suis encore beaucoup plus crédible parce que les autres vont voir que, tiens, il a accepté ou elle a accepté. Donc, c'est intéressant. Sérieux. Voilà, c'est du sérieux. On peut y aller. Moi, personnellement, j'ai eu un cas où il
il y a le visage du DG qui a été mis carrément. Et je me suis posé la question, je me suis dit, mais à quel moment est-ce que on a accepté? Imaginez par exemple que une personne utilise votre nom, Laura Kokolo, quelque part, il y a quelqu'un qui l'utilise pour faire X ou Y chose, on n'est pas bon. Le logo, c'est exactement la même chose. Le logo, c'est l'identité de l'entreprise, bien que morale, mais c'est l'identité. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, personne, mais vraiment personne n'a le droit d'utiliser le logo d'une entreprise pour n'importe quelle fin, sauf s'il a l'autorisation. Encore plus simple, on a eu à collaborer sur certaines choses avec Cadiz, mais à mon niveau, ce que je fais avant d'utiliser le logo des partenaires, je demande l'autorisation. Exactement. Donc, je ne peux pas aujourd'hui, juste parce qu'on se connaît ou bien parce qu'on a travaillé ensemble il y a 10 ans, prendre le logo et le mettre là et dire que voilà, telle ou telle entreprise m'accompagne, ça, c'est pas possible. Et d'ailleurs, même du point de vue juridique, c'est pas permis. Et bon, on va dire que ce sont des choses que l'on ne suit pas vraiment, mais ça peut aller en justice, ce genre de choses. Et ça sera pas, enfin, ça pourrait ne pas être intéressant pour le demandeur. Exactement. Cadiz. Oui, je ne vais pas revenir sur ce que Peggy a dit parce que c'est tellement clair. Mais je vais quand même peut-être revenir sur le principe, en fait, sur ce qui doit se faire normalement dans la pratique. Vous êtes demandeur d'un sponsoring, vous venez nous rencontrer parce que le projet nous semble intéressant, vous fixez un rendez-vous, vous venez, on discute. On estime que c'est bon, on peut avancer. Nous, ce qu'on fait généralement chez nous, c'est qu'on transmet le dossier au procurement. Il va discuter avec vous pour se mettre d'accord sur l'accompagnement que nous, on vous donne à partir de ce que nous, marketing, on leur dit en termes de budget. Je dis, je suis prêt à mettre autant en termes d'argent, en termes de logistique sur ce projet. Le procurement discute avec vous. Vous n'êtes pas dans la base fournisseur, on fait une due diligence. Ça nous permet à nous de connaître l'entreprise, de savoir ce que vous faites et tout ça, comment est-ce que vous gagnez vos revenus, être sûr qu'il n'y a pas de fraude derrière. Et à partir de là, c'est nous qui vous envoyons notre logo. Et vous, derrière, vous devez nous faire valider le visuel que vous allez mettre sur la place publique. Ça, c'est non négociable. Et même pour aller plus loin de façon assez générale, nous, on demande aux partenaires de nous envoyer leur fichier ouvert, le visuel en fichier ouvert, et nous, on le met sous la charte, notre charte. Et c'est là qu'on peut lancer la communication. Donc ça nous ramène en fait sur le problème des valeurs qui est toujours très important. Parce que si tu prends mon logo de façon abusive et que tu le mets sur tes visuels pour un événement qui n'est pas éthique, moi, tu me mets dans des problèmes. Non, mais tu vois un peu ce que je veux le dire. demandeur peut dire, voilà, j'ai déjà parlé avec votre N+1, j'ai déjà parlé, bon, c'est déjà acté. Non, du tout. Donc, il peut se permettre. Non, même quand tu as un accord, même quand acté, justement, c'est pas la parole, en fait, parce que les paroles s'envolent, c'est les écrits qui restent, en fait. Exactement. Même quand tu rencontres mon DG qui te dit, on va sur cet événement, il va nous contacter au niveau du marketing pour dire, je suis OK pour cet événement. Mais ça ne veut pas dire fermer les yeux, avancer. Quand il me dit ça, il le dit parce qu'il sait qu'il y a des principes, il y a des règles, il y a ce que nous, on appelle chez nous, bon, c'est les principes, effectivement. Et ça, son OK ne veut pas dire y passer toutes les règles et puis avancer. Non, ça nous dit OK, ça répond à nos critères, regardez si c'est bon, aller step by step, respecter les principes et avancer. C'est ça, en fait. Les principes doivent être respectés à tout prix. J'ai vu Peggy sourire, donc je sais qu'elle a une histoire derrière. Tu peux me la raconter, on est là pour discuter. Je sais que par rapport à nos fonctions, moi personnellement qui vous parle, j'ai eu des cas comme ça et je dois vous avouer qu'il y a eu quand même une certaine frustration. Bien sûr. Des cas des personnes, vous qui nous suivez, vous ne comprenez pas. Je pense qu'à travers cette discussion, vous comprenez qu'il y a toute une procédure, un process qu'il faut respecter, une structure qu'il faut suivre absolument avant que votre demande de sponsoring soit validée. Et je dirais même que si on était des dieux, on aimerait bien faire plaisir à tout le monde, mais sinon, voilà, on se retrouvait dans une jungle, tout le monde fait ce qu'il veut, etc. Mais il y a des règles, il y a des procédures qu'il faut absolument suivre et respecter. Alors, je pense que je vais déjà chuter.
Et je vais chuter par un élément qui est très important. Et je pense que ceux qui nous suivent comprennent déjà le principe du sponsoring. Parce que c'est ça, en fait, notre sujet. On a parlé des règles de jeu. Et je pense que vous avez compris. Et lorsque nous trois, nous recevrons prochainement vos demandes de sponsoring, nous serons heureux et heureuses de recevoir ces demandes-là. Alors, si quelqu'un nous écoute aujourd'hui, écoute Madame Peggy, Monsieur Cadiz, c'est quoi les trois choses à faire avant de demander un sponsoring? Ça, c'est vraiment un cadeau pour ceux qui nous suivent. Je pense qu'on va vraiment chuter par là. C'est quoi les trois choses avant que moi, je vienne demander mon sponsoring? C'est vrai qu'on a parlé à plusieurs reprises, mais on aimerait bien chuter avec, on va dire, ces trois éléments que le public doit retenir aujourd'hui. Donc, j'aimerais vraiment que même quand on va conclure, on finisse ce podcast de masterclass de la communication, qui se disent, voilà, à chaque fois, ces trois mots vont revenir. Ces trois mots, c'est quoi selon vous? D'accord, je me jette à l'eau, Peggy. Pour moi, la première chose, peut-être la plus importante, ça serait de se donner cet exercice de comprendre et de connaître l'entreprise vers laquelle on va. Une banque ne fonctionne pas de la même façon qu'un télécom ou forcément qu'une ONG des droits de l'homme ou quoi que ce soit. Donc, chaque entreprise a ses principes, ses règles, les objectifs qu'il s'assigne et ainsi de suite. Donc, pour bien aborder, se donner les chances d'avoir une réponse positive à une demande de sponsoring, il faut savoir vers qui je m'adresse et qu'est-ce que je dois lui dire qui pourrait l'intéresser. Ça, c'est un. Deuxièmement, ça serait de préciser clairement dans votre demande de sponsoring ce que vous donnez à l'entreprise en termes de retour sur investissement. Et j'insiste sur le fait que ce retour sur investissement n'est pas forcément financier. Ce n'est pas forcément financier. Ça peut tenir compte juste de l'image aussi parce que les entreprises ont besoin d'être aimées. Ça, c'est un fait. On ne le dit pas souvent, mais les entreprises ont besoin d'être aimées pour être consommées. Il y a beaucoup de concurrence. Plus on vous aime, plus on vous consomme. Donc, ce n'est pas forcément que quand vous venez, vous devez nous garantir qu'on va faire du revenu le même jour sur votre événement. Ça, c'est un. Et puis, troisièmement, je pourrais dire tenir compte des délais de traitement des dossiers, des demandes. Parce que vous n'êtes pas les seuls à demander. On reçoit parfois 30, 40, 50 demandes par jour. On doit toutes les lire. Ce n'est pas les lire seulement, c'est les analyser, faire des recommandations, rencontrer certains. Donc, il faut tenir compte des délais pour se dire, voilà, j'ai un projet intéressant, mais je viens la veille ou 2 jours avant et je me dis, j'ai déposé, c'est bon, on va me répondre. Donc, il faut tenir compte de ça parce que souvent, quand on dit, c'est pas possible à cause du timing, à cause du délai, les gens ont tendance à dire, ah, ils sont toujours comme ça, ils répondent toujours non et tout ça. Mais oui, on sait que Cadiz est comme ça. Mais oui, moi, mais c'est ce que j'ai entendu. Cadiz, lui, qu'est-ce qu'on n'entend pas sur Cadiz, mon Dieu. Mais après, c'est ça, on fait avec, mais tous ces critères-là sont très importants, il faut en tenir compte. C'est vraiment important. Merci, Cadiz. Peggy? Alors, moi, je parlerai de structuration. Et c'est très important. Venir avec un projet bien structuré. Et les autres éléments, Cadiz en a parlé. Et non seulement il en a parlé, mais je pense que tout au long de notre discussion, il y a plusieurs éléments dont nous avions parlé. L'adaptation aussi, qui est très important. D'être en mesure d'adapter, au fait, l'offre ou l'événement ou peu importe ce qui est présenté à l'entreprise. C'est très important. Parce qu'il peut arriver que ça ne corresponde pas à nos attentes actuelles. Ou bien ça ne correspond pas à notre calendrier annuel. Donc, forcément, ça ne passera peut-être pas. Donc, il y a ces éléments-là qu'il faut prendre en compte. J'en ai pas 3, donc j'en ai cité 2. Et le reste, c'est Cadiz qui en a cité, mais je pense qu'ils sont quand même suffisamment essentiels pour avoir un dossier en béton. Tout à fait. Donc, merci à vous. Merci, Peggy. Merci, Cadiz. C'est un honneur pour moi de recevoir, en plus de déplacer des personnalités dans ce studio pour pouvoir parler de ce sujet relatif au sponsoring. Merci encore une fois de plus pour votre présence, pour votre apport par rapport à ce sujet qui, à mon sens, est très important. Et je pense même qu'en parlant avec différentes personnes, ils ont sauté dessus et ils ont hâte. Et je pense que c'est pareil pour ceux qui nous suivent. Et tout ce que je vais faire pour chuter, c'est vous remercier, vous aussi qui nous suivez de partout, et vous demander de vous abonner sur la chaîne YouTube Event Tracker
dans laquelle vous allez suivre l'intégralité de ce podcast. Sinon, je vous dis merci. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à rajouter. On va déjà dire au revoir. Je sais que le sujet est très important, très intéressant. On va revenir sur cela probablement avec des webinaires ou autres. Mais sinon, je répète, abonnez-vous sur Event Tracker sur YouTube. Alors, votre dernier mot et on se dit au revoir. Alors, dernier mot, c'est simplement de te dire merci, Laura. Je pense que c'était quand même important. On n'en parle pas souvent. Il y a sûrement beaucoup de questions autour du sponsoring. J'espère en tout cas que ça a pu répondre à la majorité des questions. Et s'il faut, on va refaire encore et encore pour en discuter. Donc, c'était un plaisir pour moi d'être là avec Cadis et avec toi, Laura. Merci. Donc, voilà, un grand merci. Merci Monsieur Laura. Cadis. Oui, c'était, comme l'a dit Peggy, une très belle expérience, surtout en très bonne compagnie. C'était très intéressant. Et peut-être mon mot de la fin, ce sera pour les demandeurs de sponsoring, pour leur dire que une réponse négative à une demande de sponsor n'est pas un échec en fait en soi. Donc c'est peut-être une occasion de vous refaire, de corriger, de revenir avec un dossier beaucoup plus complet et d'avoir un accompagnement pour les prochaines éditions. Comme l'a dit Peggy, si on a l'occasion d'en parler, on le fera. Et voilà, merci beaucoup pour l'honneur que vous nous avez fait de nous inviter à ce podcast. Merci à vous et je vous dis à très bientôt pour le prochain podcast de la Masterclass de la communication. Merci.